Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire et à la une ce soir, Elon Musk qui devient, au moment où on se parle, pour la première fois de ses 49 années d'existence, il a 49 ans, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, devant Jeff Bezos, une fortune qui a augmenté de 150 milliards de dollars l'an dernier, évidemment conséquence entre autres de la participation que détient Elon Musk dans Tesla, 20% de participation. C'est sans doute l'histoire de la création de richesse personnelle la plus rapide de tous les temps, une richesse personnelle pour Elon Musk qui avoisine désormais les 190 milliards de dollars, avec encore une progression du titre Tesla de l'ordre de 4-5% aujourd'hui, après 740% de performance l'an dernier. C'est un sujet dont on parlera dans quelques minutes avec nos invités de Planète Marché. On parlera d'autres entreprises, des entreprises françaises également, certaines d'entre elles qui se veulent offensives sur le front de la croissance externe. Atos confirme aujourd'hui avoir approché le groupe américain DXC Technologies pour une opération amicale, peut-être. Les discussions en sont à un stade préliminaire, comme on le dit dans le milieu des fusions-acquisitions. L'opération pourrait avoisiner les 10 milliards de dollars. Ce serait la plus grosse opération de toute l'histoire d'Atos et ce serait une opération majeure dans le sens où 10 milliards de dollars, c'est plus que la capitalisation boursière d'Atos aujourd'hui. Les marchés ont été un peu surpris, visiblement, puisque le titre Atos a décroché. Visiblement, ce type d'acquisition n'était pas forcément dans le radar des investisseurs. Notez au passage également Saint-Gobain, qui à l'inverse signe la plus forte hausse du CAC après avoir communiqué sur un quatrième trimestre qui s'annonce meilleur que prévu en termes de vente et une croissance interne qui tournera autour de 6%. On parlera donc de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, le quart d'heure thématique qui sera consacré ce soir au capital investissement. 2021 sera l'année de la bataille des fonds propres pour les entreprises, notamment pour les PME, ETI qui ont accumulé de la dette Covid, de la dette de survie, et le capital investissement y voit bien sûr l'occasion de prouver toute son utilité auprès des dirigeants de PME, ETI. On en parlera avec un spécialiste, le président de Turenne, Christophe Deldic, qui sera avec nous en direct à partir de 19h15. Des marchés qui terminent dans le vert ce soir en Europe, avec bien sûr la situation américaine qui est toujours sous surveillance. Le résumé complet du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,7% à 5669 points. L'indice parisien profite des bons résultats de Saint-Gobain qui gagne un peu plus de 6% ce soir à la clôture. Mais l'indice parisien est également porté par le vent d'optimisme de la validation de l'élection de Joe Biden et du très court avantage des démocrates au Sénat. Au Sénat, tout d'abord, Raphaël Warnock et Jon Ossoff, les deux candidats démocrates en Géorgie, revendiquent la victoire avec une courte avance, alors que selon The Associated Press, 98% des bureaux de vote sont dépouillés. Une victoire qui confère aux démocrates 50 sièges au Sénat, soit exactement le même nombre que pour les républicains. Une composition qui donne un léger avantage aux démocrates, car si un vote venait à se conclure par une égalité parfaite, la voix de Kamala Harris, la future vice-présidente de Joe Biden, viendra trancher. L'annonce de cette victoire en Géorgie est bien accueillie par les investisseurs qui y voient le signe d'une politique de relance facilitée pour Joe Biden une fois qu'il aura pris ses fonctions, même si les investisseurs gardent tout de même en tête le risque que cela puisse également engendrer plus facilement des hausses d'impôts ou davantage de régulation pour les entreprises. En ce qui concerne Joe Biden, il a de son côté vu son élection définitivement validée par le Congrès. Les parlementaires ont pu revenir dans la nuit tenir leur discussion au sein du Capitole alors que celui-ci avait été envahi quelques heures plus tôt par des soutiens de Donald Trump. Soutien de Donald Trump que l'ancien président des États-Unis, mais toujours en poste jusqu'au 20 janvier, avait réuni devant la Maison-Blanche pour contester encore une fois sa défaite. Face au chaos créé par cette irruption au sein du Capitole ayant conduit à de nombreux blessés et même à 4 morts, de nombreuses voix se sont élevées pour mettre en cause la responsabilité de Donald Trump. Donald Trump qui a tenté de calmer le jeu en assurant que la transition se ferait de manière ordonnée le 20 janvier prochain.
Du côté des statistiques aux États-Unis, toujours, l'indice ISM non manufacturier fait état d'une croissance surprise aux États-Unis pour le mois de décembre. L'indice ressort en hausse de 1,3 points à 57,2 points. Les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent très légèrement de leur côté à 787 000 contre 800 000 attendus. Le déficit commercial des États-Unis se creuse de 8%. En revanche, il tombe à 68,1 milliards de dollars. Et on regarde à présent les valeurs à la Bourse de Paris ce soir. Saint-Gobain annonce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait largement dépasser les attentes pour atteindre 10,2 milliards d'euros. Une croissance interne de plus de 6% qui permet à la valeur de prendre la tête du CAC 40. L'entreprise fait également état d'un résultat d'exploitation attendu en progression de 20% par rapport à 2019 et d'une marge d'exploitation qui devrait elle aussi atteindre un niveau record. Saint-Gobain qui gagne à la clôture ce soir 6,20%. Veolia annonce de son côté avoir adressé à Suez sa proposition d'OPA afin d'acquérir les 70,1% du capital restant. Veolia qui invite Suez à renouer le dialogue et qui formule de nouvelles propositions pour parvenir à un accord, comme celle de rajouter à l'offre principale en numéraire une offre subsidiaire en titre ou même d'ajouter une composante internationale à la division eau de Suez qui sera cédée dans le cadre du rapprochement. Si Suez reste farouchement opposé au projet, Veolia espère de son côté finaliser le rapprochement d'ici 9 à 15 mois. Veolia qui gagne ce soir 1,55%. Fusion toujours, LVMH annonce de son côté avoir finalisé l'acquisition de Tiffany. LVMH qui a d'emblée nommé Anthony Ledru à la tête du joaillier américain. LVMH qui gagnait ce soir 2,59%. Atos annonce de son côté avoir fait une offre de rachat du groupe américain DXC Technologies qui n'est autre que le nouveau nom de l'entité née de la fusion du groupe de conseil numérique CSC et de la division services aux entreprises de Hewlett-Packard Enterprise. Atos aurait proposé, selon Reuters, 10 milliards de dollars pour ce rachat. Une nouvelle mal accueillie par les marchés. Atos qui perd ce soir 13,05%. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du rapport du Bureau of Labor Statistics sur l'emploi non agricole aux États-Unis pour le mois de décembre. Les investisseurs qui découvriront également le taux de chômage dans l'Union européenne pour le mois de novembre. Et côté entreprise, ces mêmes investisseurs découvriront les chiffres d'affaires du premier trimestre de Sodexo et de Trigano. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didey nous accompagne ce soir, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir et bienvenue Aymeric. Bonsoir Grégoire. François Chollet à nos côtés également, directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir merci Grégoire. d'être là. Bonsoir à tous. Et Adrien Dumas, le responsable des actions croissance de Mandarine Gestion. Bonsoir Adrien. Bonsoir Grégoire. Je commence avec vous Adrien, vous êtes le seul autour de la table à avoir du Tesla en portefeuille. C'est le grand titre du jour. Elon Musk qui devient donc l'homme le plus riche du monde. Près de 190 milliards de dollars de fortune personnelle. Ce qui est spectaculaire, c'est la vitesse à laquelle il a créé cette fortune. C'est plus 150 milliards de dollars de fortune personnelle en un an. C'est sans doute dans l'histoire la création de richesses personnelles. J'entends la plus rapide, mais enfin, il n'y a pas que lui qui s'est enrichi. Tous les actionnaires de Tesla se sont très largement enrichis au cours de l'année 2020. Je rappelle, plus 740% de performance pour les titres Tesla. Elon Musk détient 20% de participation. Quel commentaire quand même ça vous inspire Adrien? Première chose, c'est que oui, dans le monde actuel, aujourd'hui, quand on est capable de repousser les frontières technologiques et de les déployer rapidement, oui, on est capable, enfin, la bourse est capable de valoriser fortement ce genre d'activité, première chose. Deuxièmement, il a révolutionné un métier dans lequel il a effectivement apporté énormément d'innovation. Et puis la capacité quand même de créer, en rythme annuel, cette année, il va faire un demi-million de véhicules. Voilà, c'est quand on regarde l'histoire de l'industrie automobile, ça a été fait avec une rapidité incroyable. Donc voilà, c'est un grand leader mondial et c'est surtout, je pense, qu'on sous-estime, un grand leader technologique dans des industries qui sont les grandes industries de demain. On a coutume de dire que le pétrole était l'énergie d'il y a des 30 dernières années. L'électricité risque d'être l'énergie des 30 prochaines et Tesla maîtrise
beaucoup de capacités et de connaissances sur cette nouvelle énergie. Elon Musk, en tant que personne, en tant que manager, est quelqu'un de très crédible aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle qu'il y a une paire d'années, il y avait quand même des épisodes autour d'Elon Musk qui pouvaient effrayer les marchés sur sa manière de prendre la parole, sur sa manière d'apparaître parfois dans certains médias, sur sa manière de communiquer, sur son groupe, sur son cours de bourse, sur Twitter. Tout ça, c'est derrière aujourd'hui, Adrien ? Oui, donc aujourd'hui, il a gagné la stature effectivement de capitaine d'industrie. C'est intéressant de comparer, par exemple, le parcours de Jeff Bezos et celui d'Elon Musk. Jeff Bezos a fait sa carrière dans le monde bancaire. Donc c'est une personne qui a une capacité à s'exprimer avec les investisseurs qui est beaucoup plus lissée, beaucoup plus normée, j'ai envie de dire. Là où Elon Musk, effectivement, est un touche-à-tout, on le sait par ses différents projets, et donc n'a pas particulièrement l'habitude, effectivement, de communiquer. Il a été rappelé à l'ordre, d'ailleurs, plusieurs fois par la SEC. Donc c'est la traduction de ce qu'il est. Il ne se cache pas, hein. Il est comme ça, il est plutôt fantasque, il a toujours envie de s'intéresser à tout nouveau sujet, à toute nouvelle technologie. Il aime bien être challengé, ce qu'il a fait avec tous les shorts, tous les actionnaires des shorts, de son titre était quand même assez amusant. Donc voilà, c'est lui. Et, notez son parcours, hein. Il vient quand même d'Afrique du Sud. Il a cofondé PayPal il y a une quinzaine d'années maintenant. Il a réinvesti dans plein de projets différents avec vraiment la volonté de repousser les barrières technologiques. Comme il le dit souvent, sa vision est multiplanétaire. Donc lui, son objectif, c'est non pas seulement de travailler sur la Terre, mais de réfléchir à plus long terme. Donc voilà, il faut, je pense, plus de gens comme lui sur Terre, mais c'est sûr qu'il fait avancer beaucoup de sujets. Je suis très curieux de savoir pourquoi vous avez du Tesla. Qu'est-ce que vous achetez dans Tesla aujourd'hui, et c'est quoi la stratégie pour gérer un titre comme Tesla? C'est-à-dire, ça peut valoir combien? Est-ce que vous avez déjà réduit vos positions? Enfin voilà, c'est toutes les questions que j'ai envie de vous poser là, Adrien. Oui, alors pour effectivement gérer la position, c'est pas évident avec la volatilité du titre et le parcours. Moi, j'ai eu plutôt tendance à garder une pondération assez équipondérée dans mon portefeuille, donc j'ai en permanence plutôt écrété pour garder, on va dire, une position raisonnable entre 2,5 et 3% de mes portefeuilles. Vous l'avez rentré il y a longtemps? Il y a un peu plus d'un an et demi, ouais. D'accord. Aujourd'hui, ça doit être moins, c'est un peu autour d'1%. Je pense qu'il y a eu un énorme effet de flux par l'entrée du titre dans le S&P 500, donc là on est plutôt dans une position un peu plus d'attente. Ce qui est sûr, c'est que la valeur de l'entreprise, elle est à comparer à la taille du marché adressable. Moi, c'est comme ça que j'adresse ce sujet. Aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue valorisation, Tesla vaut 21 fois son EBITDA de l'année prochaine, pour une croissance d'EBITDA attendue pour les 3-4 prochaines années entre 15 et 20%. Donc, ce n'est pas extraordinaire quand on le dit comme ça. Après, c'est la soutenabilité de ce niveau de croissance et quand est-ce qu'on va saturer le marché et quand est-ce qu'on reviendra sur des multiples plus normatifs. Donc, la question, c'est un peu ça. C'est jusqu'où va nous emmener Elon Musk et jusqu'où va aller le projet Tesla. Aujourd'hui, ils ont à peu près 25% de part de marché du véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est 3% de part de marché mondial. Si on dit qu'à 2030, le véhicule électrique, c'est 30% du parc mondial et que Tesla a plus ou moins gardé sa part de marché, on va avoir un groupe qui va produire entre 5 et 6 millions de véhicules, donc 10 fois le volume qu'il produit aujourd'hui, et avec une rentabilité qui est déjà très élevée. Ils font la même marge d'EBITDA que Volkswagen aujourd'hui. Donc, alors, beaucoup soulèvent, je vous fais le tour de table après, bien sûr, mais on va peut-être faire une spéciale Tesla. Beaucoup soulèvent que la rentabilité de Tesla aujourd'hui est essentiellement liée au crédit carbone qu'ils revendent. Oui, mais c'est... Alors, est-ce que c'est soutenable? Ça, c'est une question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore des effets d'échelle importants qui vont porter la rentabilité, j'allais dire, plus intrinsèque de Tesla. Il y a encore beaucoup de 2 gigafactories qui sont seulement en voie de ramp-up, comme on dit. Donc, la rentabilité des activités existantes, la première de Fremont, je pense que la marge est nettement supérieure à ce qu'elle s'est affichée à l'échelle du groupe Tesla. Après, la valorisation des crédits carbone, elle est imposée aussi par le fait qu'on cherche à taxer la pollution et qu'on sait que le moteur traditionnel coûte. Donc il y a des acteurs traditionnels qui sont allés signer des accords avec Tesla pour bénéficier de ces crédits carbone. Donc voilà, ça c'est un jeu industriel classique. Bon, François, Aymeric, pourquoi vous n'avez pas de Tesla? Alors, François Chollet. Non, on a des fonds de croissance, donc qui sont bien sûr, non, mais je pose la question en souriant, mais la réalité, c'est qu'on a des fonds qui sont européens chez Montségur, et les fonds européens de croissance ne sont pas taillés pour aller investir dans les entreprises de croissance américaines, donc on n'avait pas la poche. En revanche, on a des mandats de gestion pour des clients privés qui peuvent inclure des valeurs américaines, et notamment des valeurs américaines de croissance. Clairement, on a abandonné le navire de Tesla
peut-être au début sans le prendre au sérieux, et puis on a regardé la fusée décoller, atterrir d'ailleurs au même endroit, ce qui était quand même un exploit, et qui nous a permis de prendre au sérieux effectivement ce que faisait Elon Musk sur cette activité automobile, parce que si on regarde les chiffres, jusqu'à cette année, la croissance, elle n'existe pas. L'image d'Amazon est tout à fait là. Il n'y a pas de croissance de vente de voitures jusqu'en 2020. On a quelque chose qui est tout à fait stable, donc les multiples paraissent totalement stratosphériques quand on se réfère au bilan passé. En revanche, il brûlait un milliard de dollars de cash par trimestre jusqu'à il y a une paire d'années encore. Quoi. Exactement. Et donc, c'est le même pari qu'avec Amazon, où vous avez quelqu'un qui, en face de ça, lève du capital. D'ailleurs, il y a des conditions qui sont ahurissantes de marché où il claque des doigts pour lever 5 milliards sans même que le cours ne serait-ce que varie de iota. 5 milliards, juste pour donner la mesure, c'est la moitié du cash flow net de Volkswagen. Parce que le patron de Volkswagen s'inquiète, lui, de la concurrence de Tesla. C'est la moitié du cash flow annuel de Volkswagen. Et il est obligé de vite refermer le tiroir caisse parce qu'il en aurait 10 fois plus s'il le souhaitait ou 100 fois plus s'il le souhaitait. Donc c'est vrai que ça préoccupe beaucoup les autres constructeurs aussi, ce phénomène de concentration et d'accès à la ressource. Mais ce que je voulais dire, c'est que toutes les usines qui sont construites, tout ce qui est préparé et investi aujourd'hui, c'est effectivement la croissance future qui va être assez phénoménale et avec une marge qui pourrait devenir totalement phénoménale par rapport au secteur. Et donc ça peut justifier qu'on regarde Tesla, non pas avec les yeux et les métriques d'un constructeur automobile, mais bien avec les métriques d'une boîte qui vient disrupter totalement un métier. Sinon, on ne peut pas justifier que ça vaille 55 fois la valeur en bourse d'un constructeur comme Renault-Nissan. Donc il y a un vrai sujet et qui n'est pas lié au nombre de voitures vendues, qui n'est pas lié, qui est lié à la technologie, à la disruption, qui est lié à la capacité à aujourd'hui monter en charge et à monter en puissance dans le fait d'inonder le monde de ces voitures qui s'améliorent aussi en permanence, parce que il ne faut pas se tromper, les défauts initiaux qu'on pouvait avoir commencent à passer et on commence à avoir un constructeur qui s'approche des normes européennes sur un certain nombre de critères de qualité, ce qui était loin d'être le cas il y a ne serait-ce que 2-3 ans. Et ça veut dire quoi pourquoi le business de Tesla sera bien plus rentable que le business électrique des autres constructeurs enfin, je veux dire, parce que on est prêt à payer une Tesla, parce que c'est une Tesla. Est-ce que c'est l'histoire d'Apple avec la téléphonie? La question, c'est les barrières à l'entrée. Quelles sont les barrières à l'entrée à 10 ans sur la voiture autonome, électrique, etc. C'est ça. Et est-ce que Tesla va pouvoir faire le pari de toutes les nouvelles directions de ce nouveau véhicule dans 10 ans? Eh bien, c'est une réponse qui est difficile à apporter parce que quand même, on a des constructeurs qui ont fourbi leurs armes. Et Volkswagen était quand même armé et fait partie, en tout cas en Europe, des champions mondiaux capables de financer des transitions vers l'électricité. Et on voit bien d'ailleurs que là où ils sont présents, ils reprennent assez rapidement des parts de marché à Tesla sur le véhicule électrique. Et puis, vous avez tous les équipementiers qui sont là aussi pour essayer de rendre la voiture autonome. Enfin, on a tout un univers industriel mondial en face de Tesla. Donc, il va falloir que Tesla continue à aller très, très vite pour justifier ses primes. Une remarque, Adrien, et puis bien sûr, parole à Aymeric. Non, moi je trouve qu'on a une partie de la réponse dans la velléité qui a été affirmée par Apple il y a un mois de s'intéresser à ce marché. Ouais. Apple aujourd'hui fait 25% de marge opérationnelle. Est-ce que Apple irait dans un nouveau marché si ce marché n'était pas rentable ou si ça allait diluer fortement la rentabilité d'Apple? Je pense pas. Donc, enfin, les savoir-faire, les technologies qui sont aujourd'hui dans la voiture Tesla, elles sont assez proches de celles qu'il y a dans un téléphone. C'est des capteurs, c'est de la batterie, c'est des caméras. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle, un système d'exploitation. Et tout ça, c'est des sujets de technologie et qui, effectivement, je pense, peuvent générer des rentabilités assez importantes. Et la manifestation d'Apple, c'est aussi un peu ça. Aymeric, bon, tour de table avec vous. Hein. Oui, comment vous réagissez, effectivement, à ce phénomène Tesla, Elon Musk? C'est de la technologie, c'est de la pure technologie. Ça se valorise comme une entreprise technologique aujourd'hui et pas du tout sur les métriques aujourd'hui de l'automobile classique. Ça, c'est une certitude. On en a eu, on n'en a plus. Parce qu'à un moment donné, quand on fait de la gestion, il faut aussi savoir vendre. Et je vais vous donner juste, nous, notre argument, en tout cas, quand on a vendu du Tesla l'année dernière, c'est aussi parce que
il y a des constructeurs et il va y avoir de la concurrence. La concurrence, elle est en train de rattraper quand même un petit peu son retard. Il faut savoir qu'une Tesla, ça coûte quand même extrêmement cher et la concurrence est en train justement d'aller vite en termes d'avancée technologique. La technologie, elle existe, elle est maîtrisée d'une façon de maître par Tesla depuis des années, mais les constructeurs, entre guillemets, classiques, sont en train d'aller très très vite et ont investi Ils ont pris la mesure de la menace. Il faut lire le patron de Volkswagen notamment, qui parle d'une menace qui est encore sous-estimée aujourd'hui. Il faut qu'on aille plus vite, plus fort. Enfin, il mobilise vraiment ses troupes dans cette bataille-là. Exactement. Et sachant que c'est une technologie peut-être dont certains parlent d'une technologie de transition, puisqu'on sait que plus tard, on aura éventuellement la technologie de l'hydrogène, qui est une autre technologie qui est encore très chère, mais sur laquelle il y a de nombreux acteurs qui sont en train de s'engouffrer là-dessus. Et on voit bien qu'il va y avoir d'autres technologies alternatives. C'est pour ça que valoriser à l'infini, quelque part, des croissances, des parts de marché extrêmement fortes, alors qu'il y a quand même des géants du secteur. Quand on parle de Volkswagen, du groupe Renault-Nissan, c'est des géants du secteur, Toyota. On va avoir des grands groupes qui vont les rattraper. Donc c'est pour ça que nous on a vendu en se disant voilà, l'histoire elle est très belle, la technologie elle est magique. L'environnement concurrentiel qui va s'intensifier pour Tesla. Exactement. Alors certes, l'avantage de Tesla, c'est qu'ils sont sur plein de métiers différents. Donc c'est pour ça que ça vaut aussi cher, pour ça que ça continue aussi à croître, parce qu'ils ont des relais de croissance dans d'autres. Si jamais demain l'histoire autour des satellites, sur l'histoire et bien piocher des technologies chez Tesla. Parce qu'il peut y avoir justement des transferts technologiques entre les entreprises qui sont à côté de Tesla. Là, il peut y avoir aussi des rebonds, la poursuite en fait de croissance pour le groupe. C'est des relais de croissance importants. Mais encore une fois, pour le côté technologie, véhicule, il y a de la concurrence qui va s'intensifier quand même sur ce secteur. Qu'est-ce qui vous fera vendre Tesla, Adrien ? Oui, la montée en puissance. Alors moi, je ne vais pas parler des constructeurs européens, mais plutôt les constructeurs chinois. NIO, Xpeng, c'est des groupes qui sont déjà très avancés en termes de technologie, notamment sur le système d'exploitation, donc l'intelligence artificielle, le vaisseau de la voiture. Donc oui, c'est effectivement des éléments qu'on surveille de près, notamment en termes d'évolution de part de marché. Aujourd'hui, quand on regarde le lancement du modèle Y en Chine, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout va très bien, il y a de la demande et Tesla est là. Et je pense que sur la maîtrise des technologies, il y a très peu je comprends que les acteurs européens se réveillent. Moi, je pense que c'est quasiment trop tard. Comparer juste la Porsche Taycan avec la Tesla, ça devait être un anti-Tesla, la réponse de Volkswagen à la Tesla. Une Tesla, aujourd'hui... Donc il a raison, le patron de Volkswagen, d'être très, très inquiet. Moi, je pense. Un exemple tout bête. Quand vous avez une Tesla aujourd'hui, vous devez upgrader votre autopilote. Il y a 200 upgrades par an. Ça, vous pouvez le faire en rentrant chez vous, en vous pluguant sur votre Wi-Fi et automatiquement, l'autopilote se met à jour. Sur le Porsche Taycan, pour faire une mise à jour, il faut aller chez votre garage concessionnaire. Voilà. Et s'il y en a 280 par an pour tenir l'innovation, ça ne se fera pas. Donc voilà, c'est un exemple. Alors c'est un petit sujet, mais voilà, pour moi, il y a une avance et surtout des relations avec des fournisseurs clés qui sont très avancés chez Tesla. On voit bien Tesla met une énorme pression à ses fournisseurs. Là, ils sont en train de squeezer Panasonic pour essayer de les pousser au maximum dans les retranchements sur la technologie et réfléchissent déjà à travailler avec d'autres fournisseurs. C'est ça leur puissance aujourd'hui. Bon, restons dans le monde de la tech avec Atos. C'est une des entreprises qui est à la une aujourd'hui. Le cours d'Atos a dévissé quand même de 13%, Aymeric, sur l'idée que Atos pourrait racheter une entreprise qui fait à peu près sa taille en termes de capitalisation boursière pour 10 milliards de dollars. DXC, une entreprise qu'on ne connaît pas forcément, qu'on a tous un peu découvert aujourd'hui, qui n'a pas l'air forcément très bien en point aujourd'hui. C'est pas forcément un leader, c'est pas un leader en croissance, et c'est ça qui est un peu étonnant, c'est ça que sanctionne aussi, c'est que ça fait 10 milliards de dollars, c'est un peu plus que la capitalisation d'Atos, en tout cas ce soir. Et donc, on ne voit pas tellement ce qu'ils vont aller rechercher comme relais de croissance en rachetant cette entreprise. Donc, c'est pour ça que le cours est sanctionné. En plus, c'est quand même une offre sur une entreprise américaine. On a déjà eu quelques SS2I qui ont essayé, qui se sont brûlés. Je rappellerai Altran il y a quelques années. Donc, c'est quand même des sujets où en France, on n'a pas forcément les bons acteurs pour faire ce genre d'opération. Alors, rechercher une société sur laquelle on ne voit pas forcément de relais de croissance, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sanctionne le cours d'Atos. Le marché doute qu'Atos ait la capacité de... Parce que ça peut être intéressant de générer de la valeur très rapidement. D'acheter une entreprise qu'il faut redresser. Ça peut être
justement, peut-être... Si vous avez des relais de croissance très forts, très rapides, et que vous pouvez rentabiliser votre investissement. Là, pour le coup, on a vraiment du mal à voir ce qu'ils recherchent dans cette opération. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le cours est sanctionné et qu'on attend de voir un petit peu la réaction du management par rapport à leur objectif par rapport à la stratégie derrière. Parce que là, c'est vraiment structurant. C'est pas une petite acquisition qui s'intègre facilement. Hein. Quand on rachète une entreprise qui fait sa taille, voire qui est plus grosse, il faut avoir un vrai projet industriel derrière. Sinon c'est l'autre qui, de toute façon, va prendre le pouvoir. Donc ça, c'est classique. Bon. Le doute sur Atos, vous partagez, François ? Il y a un sujet qui est sur le métier de cette société américaine. La moitié de son chiffre d'affaires est fait sur de l'infrastructure, c'est-à-dire sur l'anti-cloud. Ça aurait été du cloud à ces prix-là, le marché aurait salué rapidement. C'est un peu comme le Tesla. Le cloud, c'est en avant vers l'au-delà et vers l'infini. C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire, etc. Là, on revient acheter de l'hébergement, de l'infrastructure, de l'informatique des années 90 finalement ou 2000. À ces niveaux de capitalisation, on se pose des questions. Je pense qu'il va falloir effectivement que la direction d'Atos vienne préciser un peu le sens de ce projet. Voilà. Est-ce qu'il s'agit de venir faire une offre liée à de l'hébergement de choses un peu critiques qui ne peuvent pas être forcément hébergées dans le cloud et de retrouver de la valeur sur ces métiers anciens? J'avoue qu'à ce stade, on n'a pas vraiment la clé de lecture, mais c'est vrai que c'est surprenant de venir faire sur cette grosse boîte, mais qui est quand même dans des technologies d'avant, d'infrastructure, une offre en ce moment. Voilà, c'est je pense ce qui a pris le marché à rebrousse-poil. Atos a communiqué sur le rumeur de marché. Ils en discutent, c'est amical, on verra si ça va au bout ou pas. Mais est-ce que c'est conduit par des clients du groupe Atos qui sont mondiaux et qui réclament d'avoir une qualité de service uniforme avec... pourquoi pas ? Mais je pense qu'il y a besoin d'éclaircissement pour le marché à ce stade, parce qu'on ne comprend pas très bien le sens dans les 3-4 ans de ces technologies-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer de l'intérêt d'Atos pour cette acquisition, Adrien ? En fait, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré le management d'Atos, mais moi, je trouve qu'au contraire, c'est très dans la culture d'Atos d'aller acheter des actifs en difficulté et de les redresser. J'ai en tête l'acquisition de Siemens qu'ils avaient fait il y a 4-5 ans, où ils ont généré énormément de synergies dans des activités, effectivement, qui n'ont pas beaucoup de croissance, ou qui sont un peu légèrement en décroissance, mais sur lesquelles, par la restructuration, par la simplification des structures, ils arrivent à générer de la croissance. Alors, j'ai en tête qu'Atos, depuis 2-3 ans, effectivement, par la sortie de Worldline et puis progressivement par des investissements dans la cybersécurité, avait commencé à raconter une histoire de croissance un peu différente. Mais moi, je ne suis pas particulièrement surpris par ce type d'acquisition, d'aller acheter un actif. Cet opportunisme. Voilà, exactement. Je regardais le cours de bourse de cette entreprise, c'était $100 il y a 3 ans, ça vaut 18 ou $20 à l'heure actuelle. Voilà, c'est de l'opportunisme assez habituel, je trouve, de la culture. C'est comme une taille, c'est pas les petites acquisitions qui vendaient au marché, visiblement. Oui, c'est gros, après, on peut changer d'avis, et puis ça peut être une occasion à ne pas rater, j'en sais rien. Siemens, c'était 4 ou 5 milliards quand ils l'ont acheté. Je dis peut-être des bêtises, mais ils ont jamais eu peur de... Et regardez, Worldline, qui est quand même une entité qui a aujourd'hui pris son indépendance d'Atos, c'est une culture de M&A et de volonté de faire des gros deals. Donc, le marché aura besoin d'être un peu plus convaincu. Oui, effectivement. Il faudra peut-être des explications plus précises sur l'idée de cette acquisition. Je rappelle que le cours d'Atos a dévissé de plus de 13% aujourd'hui, ce qui est quand même une chute assez sévère. À l'inverse, je voulais qu'on puisse dire un mot de Saint-Gobain. Tiens, on parle des entreprises, ça nous change des États-Unis et de la Banque centrale. Saint-Gobain qui gagne peut-être 6% ce soir, je crois, à la clôture. Sur l'idée que les ventes sont un peu meilleures que prévues au 4e trimestre. Est-ce que ça les vaut ? Pourquoi est-ce que la réaction de marché est aussi positive, Aymeric ? Alors, les ventes sont bonnes, correctes. Par contre, la marge est très bonne. Et ils sont conformes au plan qu'ils avaient annoncé. Donc ça fait plaisir au marché, parce qu'on s'attendait quand même à des chiffres qui pouvaient être relativement heurtés par rapport au contexte sanitaire. Et en fait, non, que nenni. Les chiffres sont bons et les perspectives semblent bonnes. Ils communiquent beaucoup sur le caractère efficience énergétique et en fait l'impact de tous les crédits qu'ils reçoivent. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a une dynamique, en tout cas beaucoup plus tournée vers l'avenir, vers le futur, et qui est aujourd'hui, qui se traduit dans les chiffres qui ont été annoncés. Donc c'est pour ça que c'est un titre qui a souvent été dans les gestions mis un peu de côté, mis dans les entreprises un petit peu. Bon, c'est pas cher, il y a un peu de croissance, mais c'est pas là-dessus qu'on va faire. Il profite aussi peu de la grande idée de la transition énergétique, écologique, qui passe entre autres par une rénovation importante des bâtiments. Le cours de bourse de Saint-Gobain, on en parlait à midi avec un intervenant, c'est le même qu'il y a 20 ans.
Oui, autour de 43 €, quoi. Quelques scandales aussi au passage. L'histoire anglaise leur a coûté aussi assez cher. On voit clairement que c'est un titre qui n'a pas été aimé, qui n'a pas été tourné vers les actionnaires. Ça fait partie des titres qui ne rentraient pas dans les radars, qui n'étaient pas forcément dans les radars pour tout ce qui est la gestion ISR et ESG. Donc un management qui n'était pas pro-investisseur. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a un petit virage quand même qui est pris par la direction. La communication est orientée vers les sujets d'avenir et c'est ça qui plaît en tout cas au marché. Et encore une fois, c'est un titre très en retard au niveau valorisation, donc c'est ça qui plaît au marché. Bon, un virage possible pour Saint-Gobain pour sortir un peu de ce ventre mou. En fait, la réappréciation du dossier auprès des investisseurs, parce qu'il y a une caractéristique majeure de ce communiqué, c'est la capacité de Saint-Gobain aujourd'hui non seulement à tenir ses prix dans un contexte compliqué, mais à augmenter ses prix. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'était pas du tout dans le viseur. Parce que quand vous êtes capable d'augmenter vos prix, ça veut dire que vous avez des positions qui sont fortes, que vous avez des avantages concurrentiels, que vous avez une certaine satisfaction du client. Et donc, vous devenez incontournable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est le signal le plus important. Je pense on avait tous en tête que tous les plans de relance, etc., visaient à... pour ce genre d'entreprise, conforter l'avenir et faire en sorte que l'efficience énergétique des bâtiments notamment soit un sujet du présent désormais. Mais là, ça va au-delà, je trouve. Et je pense que pour un titre qui a été aussi malmené, avec des ratios de valorisation, alors là, on est dans un autre univers. On n'est plus dans le Tesla, dans la techno. On est très, très loin de ça. C'est plus du clic, c'est du mortar. Et là, on est vraiment dans quelque chose sur lequel... Cette perception-là, c'est ce qui permet à des acteurs comme Michelin dans le secteur automobile, par exemple, d'exister avec des multiples qui ne sont pas ceux de son secteur d'équipementier. Eh bien, on pourrait peut-être voir un petit premium se faire. Le pricing power de Saint-Gobain révélé c'est quelque chose de pour nouveau. Une fois en par tout les cas, marchés. Dans ma vision, c'est quelque chose de nouveau. Et ce communiqué-là, au-delà des chiffres qui sont effectivement positifs, rassurants, mais c'est cette capacité-là à tenir et à augmenter ses prix que je trouve plutôt l'apanage d'une entreprise qui va bien. Bon. Adrien, il y a un commentaire sur Saint-Gobain à ajouter. On peut avoir du Tesla et du Saint-Gobain dans le même portefeuille, c'est ce qui m'arrive. Et non, moi, je trouve surtout que ça crédibilise un nouveau management parce que M. Deschalandard est toujours là, mais on voit bien que M. Bazin, derrière, qui est le Chief Operating Officer, est en train vraiment de prendre le pouvoir au sein du groupe. C'est visiblement le successeur désigné. Et depuis 2 ans, oui, on a une exécution qui s'améliore nettement, que ce soit en termes d'acquisition, de retour de cash aux actionnaires, effectivement de pricing power, de sélectivité. Ils ont encore vendu quelques activités de distribution en début de semaine. Donc voilà, c'est un groupe qui, je pense, effectivement, depuis 2-3 ans... C'est une valeur green ou pas aujourd'hui qui va être identifiée comme valeur green? Bien sûr. Et qui fait tout pour, c'est-à-dire qu'en termes d'acquisition, de sélectivité dans leurs actifs, de positionnement géographique, oui, est en train de faire un bon virage en termes de positionnement. Bon, petit tour de table, là, vous êtes trois stock pickers sur, je sais pas, un top pick pour 2021, là. Est-ce qu'il y a moi, je veux le meilleur picking possible avec vous trois. En tout cas, un picking beaucoup plus balancé que ce qu'on a fait les dernières années. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était assez simple, il fallait être Tech US et Tech US et Tech US ou Small Cap US. C'est des sujets qui ont permis de faire beaucoup de performances dans les portefeuilles. Cette année, je pense que ça va être beaucoup plus diversifié. Avec, pour nous, en tout cas, on va garder un petit peu de valeur Tech US, mais on va revenir également sur quelques dossiers un peu plus value et des dossiers qui étaient un tout petit peu, on va dire, plus mis de côté, remettre un petit peu d'énergie, un tout petit peu de financier, un tout petit peu, pas beaucoup, mais remettre un tout petit peu de valeurs qui sont en retard et sur lesquelles il y aura du potentiel de réappréciation. Il est encore temps de le faire parce que ça fait 2 mois qu'on vit un peu dans ce moment de rattrapage. Oui, parce qu'il y a du rattrapage à avoir sur ces secteurs-là. Il y a du rattrapage à avoir encore, par exemple, sur les petites entreprises françaises qui ont beaucoup souffert, qui ont été plus marquées pour certaines l'année dernière par la crise sanitaire. Et sur celle-là, on sent qu'il y aura quand même un monde d'après et qu'on peut continuer à revenir dessus et on peut très facilement aller chercher de la valeur sur des classes d'actifs presque plus que sur des valeurs là pour le coup. Parce qu'encore une fois, l'année dernière, il suffisait d'acheter des valeurs américaines, des techs. Malgré le dollar, on pouvait quand même gagner vraiment de l'argent avec ça. Cette année, ça va être, on va pouvoir gagner de l'argent plus en Europe, on pourra toujours gagner de l'argent sûrement en Chine, mais encore une fois, ça va être plus sur des secteurs que sur des typologies de valeurs. Mais je comprends qu'on a envie d'avoir un peu moins d'actions américaines que ce qu'on a eu par le passé, par exemple.
Oui, parce qu'on va, Si on a un petit moins peu de dans tech. on va un peu dans l'inconnu avec Biden, quoi qu'on en dise. Il va faire des plans de relance orientés énergie verte, énergie renouvelable, efficience énergétique. Les champions, ils sont pas mal européens, quoi qu'on en dise, que ce soit les grands constructeurs d'éoliennes ou d'énergie renouvelable. On a beaucoup de leaders européens, donc on va aller les trouver en Europe, et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être avoir un peu moins d'US cette année, un peu plus d'Europe, et on sera surtout très présent encore en Chine, parce que eux sont quand même aujourd'hui en train de carburer question croissance. Bon, le Nasdaq se rattrape aujourd'hui, mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, c'est l'indice qui signait le plus mauvais démarrage de l'année. Bon, un top pick pour 2021, François? Alors moi, j'étais parti sur les styles, mais objectivement, on a quand même quelque chose qui se passe, c'est qu'on a des taux qui réexistent un petit peu aux États-Unis, ce qui, pour les valeurs de croissance avec des multiples très élevés, peut finalement faire peut-être pas enfin, mais commencer à faire un plafond de verre sur les multiples. Et donc, j'ai plutôt tendance à dire, en tout cas dans ce début d'année, d'aller chercher des entreprises, non pas les croissances à 2 chiffres, qui sont celles que nous avons nous aussi dans les fonds de croissance, mais d'aller chercher des entreprises qui sont capables à la fois de bénéficier un peu de la reprise cyclique, d'anticipation d'inflation aussi, pourquoi pas, et de remontée de taux. Ça me paraît pas déraisonnable, en tout cas, d'un peu mieux balancer des portefeuilles que ce que nous pouvions avoir l'année dernière, où nous avons également été plutôt largement positifs sur les valeurs de croissance. Ouais. Et donc les valeurs de croissance entre 3 et 5%, et non plus 10 et plus, je pense qu'elles ont une année 2021 plus favorable, avec un contexte qui devrait être porteur. On a à la fois de la visibilité, parce que c'est souvent des entreprises de qualité, mais encore, je pense vraiment à des entreprises, des Unilever, des Nestlé, enfin, je pense à des choses, des Essilor. Très tranquilles. Mais sur lesquelles, en fait, le changement de contexte économique, parce que je pense que s'il y a un autre confinement, par exemple en France, on aura en tête que ce sera le dernier, ou qu'on sera vraiment dans les derniers temps de cette vaccination que l'on espère efficace au plus court terme possible. Clairement, les choses sont déjà là. Alors c'est quoi en face? Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en face? Donc elle est plutôt dans les belles entreprises, en l'occurrence moi je parle plutôt européennes, de qualité, avec des positions concurrentielles fortes, mais pas forcément celles qui étaient les plus insensibles au cycle qu'on pouvait avoir l'année dernière. Ouais. Bon. Alors, j'ai pas eu d'exemple pour l'instant, mais je peux te donner un exemple, Émeric, si. Je peux te donner, on peut revenir un tout petit peu sur des méga caps françaises, des Air Liquide et Total. Aujourd'hui, ce sont des sociétés qui ont encore de l'argent à donner. Total, parce que le cours n'est pas du tout remonté sur les plus hauts, et ils sont en train de prendre un virage justement sur l'énergie et sur autre chose que du pétrole. Donc là, il y a un vrai changement plus de paradigme. Il y a un nouveau narratif qui débute pour une société qui a changé vraiment un vrai virage. J'entends. Et Air Liquide, parce qu'elle est sur une énergie d'avenir, et que c'est de la croissance avec un management top qualité. Total, Air Liquide, Schneider, Legrand. On a des très beaux leaders. Très très beaux leaders, et je pense que de la qualité du cycle. On arrive à trouver ce couple-là. Je pense que ça fait partie des entreprises qui sont certes anciennes, mais qui peuvent trouver, et sur lesquelles, malgré tout, j'ai pas le sentiment qu'on ait le même niveau de risque que sur des toutes petites capitalisations de ces métiers-là, même si les toutes petites capitalisations de ces métiers-là ont explosé. Alors nous, on n'avait pas du Tesla, mais on a eu du Neoen, on a eu des non, mais il y a eu des histoires stratosphériques aussi dans sur des entreprises de taille moyenne, bien sûr. Il y a vécu quelques années après l'introduction un peu compliquée, et dont on voit aujourd'hui des multiples de valorisation qui semblent même supérieurs à ceux qu'on connaît sur Tesla. Bah oui, le patron de Total a dit que c'était trop cher pour acheter du renouvelable aujourd'hui. Bon. Alors, Adrien, c'est son point de vue, oui, c'est peut-être pour faire baisser les prix, j'en sais rien. Un top pick, une idée. Oui, non, mais je rejoins. Moi, j'avais noté, parce que j'ai fait le travail, j'avais noté Essilor. Effectivement, je pense que c'est une entreprise qui, là, a devant elle les 3 années clés de sa stratégie. Ils sont en train enfin de sortir de la guéguerre en termes de tout s'est bien intégré, là. Essilor, Luxottica, Grand Vision aussi, ils ont racheté. Non, c'est toujours pas fait. Ah, c'est toujours pas fait, Grand Vision. Ils essaient de renégocier le prix, ce qui est plutôt intelligent, parce que c'est un peu comme Tiffany, c'est la distribution principalement physique, donc post-Covid, ça vaut certainement un peu moins cher qu'avant le Covid. Donc on va voir comment ils vont se dépatouiller de ça. Mais oui, je pense que c'est un groupe qui a continué à avancer son leadership, à maîtriser toutes les technologies, a très bien avancé sa stratégie digitale. Donc il n'y a pas de raison qu'elle redéploie progressivement son business model. Schneider, on en a déjà parlé. Et moi, j'aime bien, plutôt qu'Air Liquide, j'aime bien ITM, c'est un petit groupe anglais
qui fait des électrolyseurs. C'est un peu un concurrent de McPhy, mais avec l'avantage d'adresser principalement les marchés industriels, parce qu'une grande partie de la décarbonisation, de la nécessité de combattre le réchauffement climatique, c'est de décarboner tous nos process industriels comme le raffinage, l'acier, tous ces métiers-là. Et ils ont l'avantage d'avoir comme actionnaire Linde 2, qui est le plus grand fabricant de gaz au monde. Liquide, mais voilà. Et donc, du coup, d'avoir accès à un carnet d'adresses et de clients assez important. Donc, je pense qu'ils vont fortement bénéficier. D'accord. Bon, ça nous fait quelques idées pour 2021. Il nous reste quelques minutes pour dire un mot quand même des images hallucinantes qu'on a tous vues hier. L'assaut, le coup de force au Capitole américain. Et à peine un haussement d'épaule des marchés et des investisseurs. Aymeric, comment vous comprenez cette résilience des marchés? Est-ce que les investisseurs sont complètement déconnectés de toute réalité, ou est-ce qu'au contraire, ils regardent une réalité de manière un peu différente que les médias, par exemple, ou que d'autres? Oui, on voit deux choses. On voit le côté purement des images qui montrent clairement une polarisation forte dans plein de sujets, plein de domaines, que ce soit d'un point de vue politique, mais sociétalement parlant, ce sont des choses extrêmement importantes. On en parle beaucoup dans la polarisation des mondes, la polarisation des richesses, la naissance des extrêmes. Ce sont des sujets qu'il faut regarder quand même et sur lesquels il faut s'intéresser parce que ça aura des impacts sur l'environnement économique et géopolitique mondial. Donc ça, ce sont des phénomènes qu'il faut quand même regarder. Sur le fait que la bourse et que les marchés ne bougent quasiment pas sur ces sujets, il faut savoir qu'aujourd'hui, les marchés sont quand même sous une méga perfusion que sont les liquidités qui sont abondantes. Quelque part, plus il y a de problèmes sanitaires, plus on met d'argent dans les marchés, plus aujourd'hui il y a des investisseurs qui font monter les cours des actifs. C'est pas surprenant que sur les images d'hier, encore une fois, pendant quelques heures, enfin, je veux dire, même sur un graphique intraday, on a du mal à voir. Alors le marché a quand même rebaissé un petit peu quand même sur la fin de séance aux États-Unis, mais les images étaient violentes, ça c'est sûr. Et on arrive à comprendre qu'aujourd'hui, dans la manière dont fonctionnent les marchés, dans les forces qui guident les marchés, aujourd'hui c'est vraiment des flux qui sont aujourd'hui, une fois qu'ils sont lancés le matin, on voit beaucoup de flux qu'on a du mal à arrêter, que beaucoup d'événements ont du mal à arrêter quand il arrive des catastrophes. Donc ça c'est un événement de marché, mais finalement le flux est lancé et c'est vrai on ne voit pas ce qui peut mettre à mal ces flux pour le moment. Et c'est des logiques sur lesquelles on ne peut pas aller actuellement. Il y a ces flux-là, il ne faut pas lutter. Bon, je ne sais pas si la démocratie américaine a tremblé hier, mais les marchés n'ont pas tremblé, François. Les marchés sont à Wall Street, là on était au Capitole, et je crois que les marchés ne regardaient pas du tout ça de la même façon. Ça aurait pu être risible tant qu'il n'y a pas eu des victimes. On a eu malheureusement des victimes, et ça montre effectivement que tout cela n'était non seulement une blague horrible pour certains, on voit des choses qui seraient absolument impensables en Europe. Enfin, je veux dire, on voit des drapeaux. Au-delà des images, ça pose des questions. Est-ce que la démocratie fonctionne? Est-ce que la chaîne de commandement est en fonctionnement aujourd'hui? C'est quand même des questions. On a vraiment les deux impacts. Et Aymeric a raison. Le seul graphique. Corporate America, ils prennent ça très au sérieux quand même. Quand on voit tous les communiqués de presse des patrons des associations de business américaines. Ils comprennent que c'est pas optimal comme fonctionnement pour leurs activités. Je pense que ça va rester ce schisme dans l'Amérique et dans le peuple américain. Il a été créé, il a été accentué par cette mandature et clairement, je pense que ça va durer quelques années et qu'il sera difficile à combler, en tout cas difficilement dans un contexte d'aussi forte tension économique entre ceux qui ont bénéficié de cet afflux de liquidités et de l'augmentation de leur patrimoine et de leur épargne et les autres, qui sont dans une situation extrêmement difficile. Et cet écart-là, il est extraordinairement criant et je pense qu'il n'est pas à la mesure de ce que l'on peut percevoir, nous, en Europe, malgré les difficultés que l'on perçoit chez nous dans ce contexte. Et ça justifie une prime de risque sur les actifs américains, par exemple? Ou en relatif, ça reste le pays le plus sûr du monde, le plus profitable du monde? La meilleure corrélation des marchés financiers depuis maintenant de nombreux trimestres, c'est la parallèle entre les cours de bourse et les liquidités injectées par la somme des banques centrales sur la planète. Et c'est absolument imparable, c'est déconnecté, y compris de la vie économique. Et je crois que la plus mauvaise nouvelle qu'on pourrait avoir au niveau des marchés cette fois-ci, c'est lorsqu'au contraire l'économie repartira, ira mieux, et où on commencera à changer la dérivée seconde des injections de liquidités sur les marchés. Parce que c'est là que ça va se produire la difficulté. On a vécu déjà un exercice d'échauffement en 2018, et il faut s'en souvenir, on a vu quel impact cela faisait lorsque la Réserve fédérale arrêtait les politiques non conventionnelles et remontait un petit peu les taux. On n'y est pas, mais clairement, les mauvaises nouvelles aujourd'hui pour les marchés, c'est des bonnes nouvelles. Bon.
personne n'est surpris alors finalement que les marchés aient à peine haussé les épaules hier pendant ces heures de chaos autour du Capitole. Adrien? Non, c'est l'organisation aussi de la présidentielle américaine qui est toujours un peu étonnante. C'est-à-dire qu'on vote pour quelqu'un début novembre, après on valide le vote début décembre, et finalement il rentre en fonction qu'en janvier. Donc il y a ces 2 mois de transition qui sont toujours un peu perturbants. Alors je note, effectivement c'est dramatique pour certaines personnes malheureusement, mais j'avais envie de dire, est-ce que vous attendiez autre chose comme sortie de la part de Donald Trump ? Voilà, il est pugnace, il va au bout des choses, il comprend pas pourquoi il a perdu cette élection, et donc il va jusqu'à ce qu'on a vu hier. Donc, bon, c'est malheureux, mais je pense c'est qu'effectivement c'est réversible. Enfin, une mandature Biden peut permettre quand même de... Parce que des investisseurs étrangers, tout le monde n'a pas la même expérience de la démocratie que nous en Europe ou qu'aux États-Unis. Je veux dire, il y a des pays qui sont de très jeunes démocraties, qui ne sont pas des démocraties. C'est aussi des investisseurs qui regardent les États-Unis. J'ai presque envie de dire, passer d'un président républicain à un président démocrate, ça peut peut-être aider à pacifier un peu les choses. En tout cas, avec une volonté de redistribution qui semble un peu plus forte, notamment sur la couverture santé, notamment sur la réhausse des taxes, la taxation pour pas mal d'industries américaines. Donc voilà, ça sera un exercice de communication pour effectivement essayer de pacifier tout ça. Mais je note effectivement, je suis assez d'accord, il y a un schisme profond qui s'était déjà marqué pendant le mandat de Barack Obama. Tout ça est en train l'Amérique se sépare effectivement en deux de manière assez importante. Un mot encore, Émeric ? Non, on voit clairement que normalement avec Biden au pouvoir, on doit quand même avoir un assainissement de la géopolitique internationale. Et vu ce qu'on a connu pendant les 4 dernières années aux États-Unis, ça peut quand même pas faire de mal d'avoir au moins cette période de transition, si c'est une période de transition, parce qu'il ne fera pas 2 mandats. En tout cas, ça peut améliorer la géopolitique internationale, et ça fait pas de mal aujourd'hui. Je crois qu'il n'a plus de compte Facebook et de compte Twitter, là, Trump. Ouais. Visiblement, il a l'air d'être privé de réseaux sociaux pour les quelques jours qui lui restent à la Maison-Blanche. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Planète Marché, dans Smart Bourse sur Bismart. Émeric Didet, Pergame, François Chollet, Montségur Finance et Adrien Dumas, Mandarine Gestion. Et voilà le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir à partir de 19h15, le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème du capital investissement. Et on en parle avec Christophe Deldic, qui est à mes côtés en plateau, le président de Turenne Capital. Christophe Deldic, bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Avec nous. Vous êtes un spécialiste français, leader même, je crois, sur le segment des PME ETI, c'est ça, en matière de capital investissement, des small cap. Voilà. On gère un peu plus d'1 milliard d'euros. Ouais. On est actionnaire de 260 sociétés, de la start-up très innovante jusqu'à la grosse ETI familiale. Donc c'est vrai qu'on a un beau laboratoire de participation et donc du tissu économique français. Bon, 2021, c'est l'année de la bataille des fonds propres pour un bon nombre de ces entreprises, PME, ETI, qui ont accumulé pour certaines d'entre elles une dette de survie, une dette Covid au cours de l'année 2020. Et pour le capital investissement, j'allais dire, c'est l'année où jamais, pour démontrer enfin, peut-être, toute votre utilité auprès des chefs d'entreprise. C'est ça, Christophe ? Oui, mais je ne suis pas complètement d'accord, parce que démontrer enfin, je pense qu'on a démontré depuis de nombreuses années notre utilité auprès des dirigeants d'entreprise. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année et cette incertitude qui arrive encore sur la poursuite de l'année 21 fait qu'un dirigeant ambitieux, audacieux, doit, de manière, je dirais à mon avis aujourd'hui très forte, sécuriser ses fonds propres. Parce que l'année 2020, on l'a vu, c'est une année pour à peu près tous les secteurs d'activité, des résultats qui ont pu baisser. Et donc une année où la dette a fortement augmenté. La dette, ça se rembourse, généralement, mais la dette pour financer les avances sur recettes. Là, on a une incertitude sur les recettes futures. Donc, il faut plutôt être dans une période où on met des fonds propres durs. Et les fonds propres durs, ça finance quoi ? Les paris sur l'avenir. Et donc, oui, nous sommes une classe d'actifs qui permet de financer sur du temps long, puisqu'on investit en années. Je dis ça chez Smart Bourse. C'est 5-7 ans, c'est ça. C'est 5-7 ans. L'horizon de temps du private equity, exactement. Du capital investissement. Ce qui représente chaque fois des tranches de vie importantes pour une société. Je crois que la durée de vie moyenne des entreprises en France, c'est à peu près 40 ans. Donc quand on reste 7 ans, vous voyez qu'on est là sur du très long terme par rapport à la taille des sociétés. Je dis démontrer enfin, alors c'était peut-être un peu provocateur de ma part, mais parce que vous lancez quand même un appel aux patrons de PME ETI et au capital investissement d'une certaine manière. Il va falloir convaincre ces chefs d'entreprise. S'il y a besoin de les convaincre, c'est qu'ils ne sont pas totalement convaincus, justement, peut-être,
du bien fondé ou de l'utilité de faire rentrer un groupe de capital investissement aujourd'hui dans son tour de table. Il y a une image encore un peu dure peut-être autour de ce capital investissement. Une image un peu dure, je pense il y a encore une méconnaissance. De ce que nous apportons au capital. Alors, peut-être pour rétablir quelques vérités, nous finançons avant tout des projets de croissance. Alors, bien sûr, comme tout investisseur, quand on rentre au capital d'une société, on est là pour créer de la valeur et faire de la plus-value. La plus-value, elle vient et toutes les études qu'on fait régulièrement au niveau de notre profession le montrent, à plus de 60% de la croissance des résultats. Et cette croissance de résultats, elle vient de la croissance du chiffre d'affaires. C'est pas une réduction de coûts. Donc c'est vrai que parmi les mauvaises images qu'on peut avoir, c'est qu'on est gens, on met de la dette, on réduit les charges. Non, au contraire, on est là avant tout pour accélérer la croissance. Et la croissance nécessite toujours des financements, que ce soit des investissements ou que ce soit la croissance du BFR. Et donc pour ça, il faut des ressources longues. Et quand on accompagne les sociétés, voilà, c'est pour financer ce pari-là. Et nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt d'accompagner avant tout des dirigeants ambitieux, avant tout motivés par la croissance. Et c'est vrai que beaucoup des dirigeants d'entreprises familiales ont ou avaient, parce que je pense que c'est en train de changer et l'année 2021 va aider là-dessus, plutôt en premier moteur la pérennité de l'affaire, de leur affaire, qui bien souvent ils ont peut-être même hérité de leurs parents et qu'ils ont vocation à transmettre plus tard. Donc une dimension plus forte de pérennité que de la croissance. Et la pérennité, ok, sauf que quand vous traversez une année comme 2020 où potentiellement vous avez perdu 20 ou 30% de votre chiffre d'affaires, vous avez mis en danger votre premier moteur qui est la pérennité. Qui disait pérennité, il dit aussi indépendance, d'être tout seul, de ne pas faire entrer des étrangers au capital. Voilà. Et donc là où je pense qu'en effet les choses doivent changer et où notre métier doit contribuer à accompagner les dirigeants là-dessus, c'est de dire on va vous mettre les fonds propres pour faire de la croissance, et c'est la croissance qui vous rendra pérenne. Voilà. Au-delà du discours, comment on les convainc concrètement, Christophe ? C'est plus que du capital que vous apportez ? Oui, on apporte beaucoup plus que des capitaux. C'est un accompagnement, je dirais, au quotidien. On est membre soit de conseils d'administration, de conseils de surveillance, de comités stratégiques. Ça dépend des sociétés et de leur mode de gouvernance. On ne prend pas la place des dirigeants, on est à côté d'eux pour les soutenir et d'être là pour tout ce qu'on appelle les événements un peu stratégiques, que ce soit une acquisition, le financement d'un investissement, un recrutement d'une personne clé, et puis on brise un peu cette solitude pour aussi apporter notre input, nos idées sur, regardez, votre marché évolue de telle manière, vous êtes comme ça dans le marché. Finalement, on se rend compte que beaucoup des dirigeants qu'on accompagne connaissent assez mal leurs concurrents et leur marché. Ils sont au quotidien au turbin, mais ils n'ont pas forcément une vision d'un marché qui évolue, et on leur donne aussi cet éclairage-là et notre vision, et c'est ce qu'on appelle l'affectio societatis, l'envie de faire des choses ensemble au niveau de la croissance qui nous permet d'avancer. Le private equity, alors Turenne Capital, mais vous êtes le représentant du capital investissement aujourd'hui dans ce studio, Christophe Deldic. Vous avez les munitions pour répondre aux besoins de fonds propres des PME, ETI qui vont avoir besoin de ce capital ? Oui, on a les munitions, et c'est là aussi où il faut être clair vis-à-vis des dirigeants. Nous avons les munitions pour pouvoir accompagner des projets de croissance. Le sujet est plutôt de continuer à convaincre les dirigeants de dire, aujourd'hui, regardez ce qui se passe, vous avez dû prendre des PGE un peu en catastrophe, que vous laissez même parfois sur votre compte en prudence parce que vous n'avez pas de visibilité. Passer à l'étape du dessus, renforcer les fonds propres ou quasi-fonds propres sur des ressources longues, à une maturité 6, 7, 8 ans. Donc on a déjà des munitions, puisqu'on lève à peu près 20 milliards d'euros, c'est la profession, et c'est le montant qu'on investit. On a investi 20 milliards d'euros. On accompagne, si je prends toute la profession, je donne les chiffres de France Invest, il y a à peu près 7000 entreprises en France qui ont ouvert leur capital. Et on fait à peu près 2300 opérations par an sur les 2-3 dernières années. Ça veut dire 6 opérations capitales par jour, dimanche inclus. Donc, non, mais ça veut dire que ce métier, il a été très démocratisé également. Il y a une dynamique permanente. Voilà. Et les dirigeants n'ont peut-être pas non plus cette vision du poids qu'on représente aujourd'hui dans l'économie. Et on montre, chiffres à l'appui, que les sociétés que nous accompagnons grandissent plus que les autres, embauchent plus que les autres, et donc créent plus de valeur que les autres sociétés non accompagnées par des actionnaires professionnels. Donc 2021 nécessité fera loi de toute façon pour beaucoup de dirigeants, mais au-delà de ça, c'est aussi un contexte qui est assez propice pour mener des démarches audacieuses de croissance externe, puisque quand des secteurs sont compliqués, c'est une tentation aussi de se dire, je vais en profiter pour faire une opération de croissance externe, d'ouvrir mon capital pour me permettre d'aller plus vite et que cette crise puisse se transformer même en opportunité. Quelle grille de sélection vous allez appliquer pour cette année 2021 ? C'est que des boîtes qui ont des perspectives de croissance, parce qu'il y en a beaucoup là qui sont dans des situations très difficiles, qui n'avaient pas forcément beaucoup de perspectives de croissance avant la crise, qui en ont peut-être encore moins aujourd'hui. Est-ce que ces boîtes-là, il faut les laisser sur le côté de la route, ou est-ce que non, il y a aussi un capital investissement pour ces entreprises ?
Chez Turenne, on est dans différents types de véhicules. On a des fonds régionaux généralistes et des fonds sectoriels. Donc, je prends 2 secteurs sur lesquels on est très investi. Le secteur de la santé, qui a montré toute sa résilience sur l'année 2020. Et là, on accompagne des dirigeants qui veulent croître sur un marché qui est déjà porteur. Mais on est aussi très investi, je prends un exemple qui souffre beaucoup, d'un secteur qui souffre beaucoup, c'est celui de l'hôtellerie. Donc, où on est très investi, on est propriétaire de 43 hôtels. Et bien que la conjoncture soit compliquée, on continue à investir. Mardi, on a acheté un hôtel en plein centre de Strasbourg, entre la gare et la cathédrale, au moment où le Parlement européen est fermé et où les taux d'occupation sont catastrophiques dans les hôtels, y compris à Strasbourg. Et ben nous, on investit et on croit qu'à moyen terme, pour dire dès 2022, on aura en effet fait un investissement intelligent. Le critère numéro 1, il n'a pas changé entre 2020 et les années précédentes, c'est le dirigeant, le profil du dirigeant qu'on accompagne. Est-ce que c'est un dirigeant qui porte un projet de croissance ou est-ce que c'est un dirigeant qui est plutôt frileux, qui veut gérer l'existant et pas prendre trop de risques? Et notre critère, c'est d'accompagner un dirigeant qui est motivé par la croissance. Même sur un marché compliqué, on arrive à générer des opérations créatrices de valeur. Pour finir, si on se place du côté de l'épargnant, investisseur, de vos clients privés, alors private equity était une classe d'actifs, si je la définis comme ça, souvent réservée aux institutionnels ou aux grands fonds. Est-ce que ça change? Est-ce que l'épargnant français, qui a accumulé beaucoup d'épargne, nous dit-on, est-ce qu'il a accès aujourd'hui plus facilement à ce type d'investissement? Oui, et c'est un de nos challenges dans notre profession sur l'année 2021. Je crois que les épargnants veulent s'intéresser de plus en plus à notre classe d'actifs pour 2 raisons. Un, on a une rentabilité qui est bonne, qui est performante, meilleure que les autres classes d'actifs, même si, comme on reste sur du temps long, on ne donne pas une liquidité comme on peut l'avoir. Il faut accepter cette moindre liquidité. Cette moindre liquidité, mais on est des investisseurs sur des PME dans les territoires, et beaucoup d'épargnants de la performance financière, on ressent qu'ils veulent aussi donner du sens à leur épargne. Et nous, chez Turenne, on a créé un véhicule spécifique là-dessus, qui est une société, Sélection et Opportunité, qui fait ça, qui investit dans des PME et des ETI dans les territoires, et donner accès directement à l'épargnant direct à cette classe d'actifs. Oui, c'est un de nos challenges, on y travaille, et il y aura beaucoup de choses en 2021. Et l'air du temps a changé. Le client qui veut mettre du sens, pour dire les choses simplement, il est prêt à accepter en contrepartie, effectivement, des horizons de temps plus longs et une moindre liquidité. Oui, nous, c'est ce qu'on voit depuis les derniers mois, c'est qu'on a une demande de plus en plus forte pour être investi dans le non-coté. Voilà. Qui est aussi moins volatile que le côté. Donc on est moins liquide, mais on a une performance plus régulière. Et puis c'est plus concret, c'est pour les épargnants. Donc on a cette demande. À nous de créer aussi dans le métier les véhicules qui permettront de mieux flécher cette épargne directement au capital des sociétés. Merci beaucoup Christophe d'être venu nous voir. Merci Christophe Deldic, vous êtes président de Turenne et vous l'aurez compris, vous avez une casquette France Invest aussi, Christophe. Je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse consacré, vous l'avez compris, au capital investissement. Voilà pour Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.